Salut tout le monde. Je sais pas si on me voit là. Je sais pas si vous me voyez là. Bon. Finalement, j'ai pas encore fait la vidéo, je suis en train de la faire. Hein. Normalement, elle sera là cette nuit. Ouais, comme ça c'est mieux. Il fait chaud, hein. On va la faire tranquille, décontractée. Ça, c'est une carte de la Syrie. De la Libye. Vous voyez, déjà, je suis en... La chaleur me fait perdre 80% de mes moyens. Alors, on va l'adapter à l'écran. On va cacher ma bobine. Hein, donc, voilà, on va se mettre comme ça. Transition. Donc, ne vous laissez pas avoir quant aux zones, quant au visuel. Ce n'est pas celui qui a les plus grosses zones qui mène la danse. C'est un petit peu comme au Yémen. Ce qui compte dans ce type de configuration là, et dans toutes les cartes d'ailleurs, pour se faire une idée du rapport de force, c'est de voir déjà le mouvement général, et là on va en parler, et de voir aussi qui détient le pays utile. Et le pays utile, il se résume à la bande Misrata-Tripoli, à la bande côtière. En bas, il y a du désert. Il y a des champs pétroliers aussi. Ça c'est important, et c'est vrai que Haftar les a, mais à quel prix? Ce que vous voyez en jaune, c'est la partie encore, on va dire, détenue par les Touaregs. Et ce que vous voyez en orange, c'est la partie détenue par les Toubous, qui sont une tribu locale. Ce qui est en noir, c'est Izi Sakpa, qui apparaît à chaque fois qu'il y a du bordel dans un pays arabe. Bizarrement, ils apparaissent, et puis bizarrement, personne ne s'intéresse à eux. Enfin bref. Je voulais juste parler avant d'aborder le cas Haftar. Hein, alors j'ai fait 3 vidéos, et à chaque fois, j'ai dû les refaire. Parce qu'à chaque fois Haftar nous faisait une belle connerie et illustrer ce que j'avais envie de dire. Donc je me suis dit bon bah finalement on va mettre des cartes, on va expliquer ça gentiment. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu, hein, c'est comme dans TéléZ, je vais te faire un petit peu le résumé des épisodes précédents. Donc on avait vu lors des précédentes vidéos, on avait vu, alors attends, faut bien que je bloque sur la caméra, ouais comme ça. On avait vu la Libye, le roi Idriss, coup d'état de Kadhafi en 69, Kadhafi qui tient le pays, qui mutualise la rente pétrolière auprès de tribus et qui crée un véritable état moderne par rapport à ce qui n'était que des milices et des tribus et des alliances autour d'un roi qui n'avait pas trop de pouvoir. Kadhafi tombe en 2011 dans les circonstances que nous connaissons tous. Et je tiens encore une fois à rappeler qu'ils se sont servis à l'époque de milices dites islamistes, parce que ce mot-là aussi il a bon dos, hein. On peut qualifier n'importe qui d'islamiste. Hein. Moi qui me dis que les milices de Misrata seraient islamistes finalement. C'est quoi islamiste là-bas? Non, parce que moi ce que je vois c'est qu'en Libye par exemple la France est alliée à l'Arabie Saoudite qui finance l'islamisme, le vrai, le salafisme. Je rappelle d'ailleurs aux amateurs et aux laudateurs d'imams de toute ville, que ceux qui se sont réjouis, les imams qui se sont réjouis des bombardements de l'OTAN, c'était des Arabes en bas et des musulmans qui mouraient. Et que 8 ans après, on voit ce que ça a donné. Faut être un peu con quand même pour soutenir les bombardements de l'OTAN face à tes frères, même si tu les aimes pas, parce qu'au final, quand ils auront fini de détruire tes frères, ils te détruiront toi. Voilà, ça aussi il faut le dire. Donc, c'est celui qui tient le pays utile. Donc, Kadhafi 2011 tombe, les services français l'abattent, c'est eux qui l'ont abattu. C'est pas le bras cassé qu'on a montré, et qui est mort l'année d'après, tiens, opportunément. Et, hein, qui croyait à son propre récit, hein, le récit qu'on lui a demandé d'apprendre par cœur. On lui a offert un pistolet d'or, on lui a offert des dinars, on lui a dit c'est toi qui as tué Kadhafi. Non, c'est pas lui. Il y a eu une frappe française sur le convoi, et ensuite, il y a eu de l'aide. Bref, Kadhafi tombe. Alliance de l'OTAN avec ce qui étaient des islamistes de l'époque, les milices de Benghazi, hein, qui se revendiquaient comme telles, hein, d'Al-Qaïda, Al-Qaïdo, Al-Qaïdi, enfin bref, les différentes organisations qui se créent au fur et à mesure pour bien nous embrouiller. Là, à ce moment-là, ça dérangeait personne. À ce moment-là, les Américains ont voulu imposer Mahmoud Djibril, une sorte de vendeur de lapins, là, qui est reparti dans leur bagage. Hein. Il avait le charisme d'un balai-brosse. Haftar, ils ont essayé de le placer, ça n'a pas marché. Il y a eu un peu de bordel. Haftar est réapparu en 2014. Alors Haftar, c'est simple. Maréchal d'opérette. C'est un mec qui vend au souk d'habitude. S'il te plaît, il a plus le look d'un mec qui vend au souk, d'un retraité qui vend au souk à, je sais pas, à Tejnant,
par exemple, hein, pour ceux qui connaissent, ou je sais pas, non, pas à la foire de Beaucroissant, justement, je le vois pas à la foire de Beaucroissant, à la foire aux bestiaux, mais il a plus ce rôle-là qu'autre chose, c'est le pion de gens qui entretiennent le chaos dans le monde arabe et qui veulent détruire et faire sauter le verrou Afrique du Nord et qui entretiennent le chaos en basse intensité ou en intensité moyenne en Libye. Donc ce général d'opérette, qui était général d'opérette sous Kadhafi, a pris 2 branlées face au Tchad. Tout ce qui touche, c'est le roi merdas, ce type. Tout ce qui touche le transforme en caca. Je le dis comme ça, mais c'est vrai. Ensuite, il est opposant politique à Kadhafi, il part aux USA, hein, les USA récupérant toute la racaille. Il revient en 2011, il n'arrive pas à s'imposer. En 2014, il y a les USA laissent faire, les Égyptiens, les Émiratis misent sur lui. Il s'engage dans une guerre de 3 ans contre des bras cassés islamistes qu'il a du mal à détruire. D'ailleurs, il reste encore je crois, la poche de Sirte, je ne sais pas si elle a été réduite ou pas. Mais il a fallu des bombardements anonymes, mais en fait c'était de l'aviation égyptienne. Il a fallu de l'aide de pseudo-forces spéciales émiraties, en fait c'est des... Bon bah voilà, ce gars-là, tout ce qui touche, il le transforme en caca. C'est le type sur lequel il ne faut pas miser, c'est le loser, c'est le chat noir. Et Macron et compagnie ont misé sur lui. 2014, il arrive, il fait sa petite affaire. Le problème, c'est que ça marche pas. En 2016, il y a un consensus international, parce qu'il y a plein de gens qui n'en veulent pas de ce type, qui représente l'étranger. En 2016, il y a un consensus international. L'ONU, le droit international, installe le gouvernement qui est actuellement à Tripoli, le gouvernement de Serraj. De tout ça, on en a déjà parlé. C'est bien de remettre ça sur la table pour vous expliquer, voilà, pour vous donner un petit peu une meilleure image de la situation. Et là, on va analyser les différents faits qui se sont produits ces derniers temps. Donc on en était à ce type. En 96, on lui dit de partir et il reste. Il est soutenu par des gens qui parlent de l'égalité internationale, comme les USA, par le biais de leurs proxys interposés, les Séoudiens et autres. Alors c'est pareil, hein, la Libye, c'est un combat entre frères musulmans et salafistes. Merci les imams qui défendent ces deux tendances, hein, parce que c'est eux qui détruisent le monde arabe. Ce sont les ouvriers, hein, sachant que les chefs de chantier sont les financeurs, ce sont les ouvriers et les petites mains de Satan, ces gens-là. Quand tu comprendras que détruire la Syrie, la Libye, l'Irak et ce qui vient ou ce qu'ils essayent de faire venir, c'est détruire le monde musulman et le monde arabe. C'est voilà. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas compris. Il y a des gens qui sont franco-algériens qui défendent des imams qui soutiennent les bombardements autant en Libye alors que l'Algérie est dans le collimateur. Si tu n'arrives pas à comprendre ça, fais pas de politique. Moi, ça m'agace. Les vrais musulmans ont compris qu'il valait mieux pas s'embrouiller avec son cousin et voir où était le véritable ennemi. Tu vois, ça tu le vois dans la réalité. Des fois, on te crée des combats. Non, non, je ne me bats pas avec toi. Je me réconcilie avec toi parce que je sais qui est la vraie saloperie. Méditez sur ce que je viens de dire là. Méditez, hein, c'est pas du Confucius, mais méditez. Donc Haftar, à partir de 96, il décide de rester. Il est illégitime. Il est soutenu par l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les USA, tous ceux qui ont intérêt à ce qu'il y ait le bordel en Libye. Ils savent que c'est un abruti, que c'est un type, c'est une outre de vanité, qu'il est donc manipulable, que ce type on peut lui faire n'importe quoi. Ils savent qu'il n'est pas assez fort pour rallier tous les Libyens, qu'il a autant de charisme, je dis, qu'un balai brosse. Lui aussi, comme Mahmoud Djibril, hein, apparemment, ils ont le même tailleur. Et donc c'est l'homme idéal pour ce genre de gens. Alors c'est rassurant, parce que s'il trouve un type aussi mauvais et aussi loser, c'est que c'est rassurant. Donc ce type a décidé de faire la guerre et de ne pas reconnaître le gouvernement qui a été installé en mars 2016 et qui est légitime. Depuis, il lui fait la guerre. Comme c'est un bras cassé, il n'arrive pas à gagner avec tous les appuis qu'il a, alors que ce gouvernement, jusque-là et jusqu'à il y a encore peu, n'était pas très très bien soutenu. On le voyait tous tomber rapidement, moi le premier, il faut être honnête. L'autre en face, donc, n'y arrive pas, statu quo. Pendant tout 2018, tu as des gens qui s'activent de partout pour essayer d'organiser la paix. Une série de conférences de paix était organisée en 2019. Tout le monde était prêt à faire la paix, tout le monde était prêt à discuter. Mais apparemment, les parrains de Haftar, qui veulent que le chaos en Afrique du Nord et qui veulent que le foyer libyen lance ses tisons un peu partout, à droite, à gauche, afin que toute l'Afrique soit embrasée. Hein. C'est pas que l'Afrique du Nord. Hein. Je vous rappelle que Boko Haram fout le bordel en Afrique centrale. Tu as tout un tas de groupes qui sont apparus comme ça. On sait que derrière, il y a les petites mains du MI5, MI6. Voilà.
Allez demander aux Camerounais ou au Niger, par exemple. Eux, ils luttent aussi contre des gens qui sont bien plus puissants qu'eux, d'ailleurs. Parce qu'ils sont mieux armés, bizarrement. Et, enfin bon, bref. C'est pas le sujet. Donc, statu quo, ils allaient discuter de la paix. Haftar était piégé. Enfin, ceux qui ne veulent pas de la paix étaient piégés, puisque à partir d'avril 2019, ils auraient été obligés de négocier, sinon ils passaient pour les méchants. Et pim, il décide d'une offensive éclair. Il a fait des essais en fin 2018. Il fait des tentatives qui ne marchent pas. L'Algérie était plus ou moins intervenue. Là, il tente le coup. Offensive éclair, il est très très bien armé, ce bras cassé, s'enlise. Alors il prend la route du sud parce qu'il sait très bien que la route côtière est bloquée, qu'il aura face à lui les milices de Misrata, qui, alors là, les miliciens de Misrata et les gens de Misrata ont apparemment des liens avec la Turquie, du sang turc. Donc la Turquie les aide. Voilà pourquoi elle est de Tripoli. Donc, sachant qu'il ne passerait pas par là et que ça résiste bien, il s'est dit on va faire une offensive éclair et on va passer par le sud. Malheureusement, de son offensive, depuis le départ, elle s'enlise au port de Tripoli, voire même pire, ils viennent de perdre Garian, la ville de Garian. Cette ville-là, il en avait fait son centre de commandement, et c'était une place forte pour l'approvisionnement, parce que tout son approvisionnement, toute sa ligne logistique doit passer par le sud. Et il faut la sécuriser. Sans un pro, tu fais rien. La raclée a été tellement douloureuse qu'ils se sont enfuis en abandonnant pas mal de matériel anti-aérien et de choses assez intéressantes. Ça montre aussi l'efficacité de son armée. En général, quand tu te casses, tu fais partir ton matos ou tu le détruis. Là, ils ont tout abandonné. Il y aurait eu des massacres ensuite à l'hôpital de Garian. Je ne dis pas que les autres sont des tendres, mais il y a eu un massacre. Alors, ce qui se dit, il se dit officiellement que c'est, que ce sont, comment dire ça? Attendez, je vais me prendre une clope. Qu'il s'agirait de trahison qui aurait permis la prise de cette ville, qui est à 70 km de Tripoli. Tu vois, il recule, il était à quelques kilomètres, il était en banlieue de Tripoli, là ils n'ont pas avancé, voire même ils reculent, parce que cette ville-là a été prise dans son dos. C'est un très très joli coup tactiquement. Et ça l'oblige à reculer ou à être encerclé. Donc il va reculer de plusieurs centaines de kilomètres, on peut dire que sa petite aventure elle a avorté. Donc on te dit que ce serait des trahisons locales, mais ce qui se murmure en coulisses, c'est que les forces spéciales turques ont mis le paquet. Les forces spéciales turques ont mis le paquet, et puis je pense que c'est elles qui ont aidé, et bien aidé. L'Algérie aurait aidé en assurant une couverture électronique. Ça veut dire quoi, à votre avis? Moi je pense qu'ils ont donné des renseignements aériens, des renseignements satellites, hein, parce qu'ils ont un satellite militaire. Ils ont peut-être fait du brouillage ou de la sécurisation, ou ils ont peut-être voilà, mais ils sont impliqués. Pour que l'Algérie s'implique, on va en parler en deuxième partie, parce qu'Haftar est dangereux pour toute l'Afrique du Nord, cette marionnette. Voilà, donc là Haftar a pris une branlée. Ses parrains en ont un peu marre de lui, parce qu'ils ont investi beaucoup sur lui, ils voient que c'est un bras cassé. S'il y avait une solution de rechange, et je pense qu'ils sont en train d'en chercher une, ils l'auraient déjà fait sauter dans un accident d'hélico ou un truc, hein. C'est très facile à faire disparaître ce genre de bouffon, mais pour l'instant ils sont emmerdés. Et lui, il en remet une couche. Au lieu de s'écraser et de se dire mais attends, je suis rien du tout en fait, c'est des gens qui misent sur moi, mais si demain je les énerve, je suis rien. Il s'est pris au jeu, il se prend pour un vrai maréchal. Donc il vient de dire, et à votre avis, pourquoi il s'en prend aux Turcs maintenant? Parce qu'il sait que c'est les forces spéciales turques qui ont pris Garian. Moi je vous le dis, ça c'est une pépite, El Loco ça. Ça, y a personne qui le dit dans la presse, moi je te l'apporte là. Ouais, je suis obligé de les dire maintenant, excusez-moi, c'est pas pour frimer. C'est que t'as des gens, tu leur apportes des putains d'infos et ils t'insultent après. Ça voilà, cherche dans la presse si on te dit que c'est les forces spéciales turques qui sont intervenues en première ligne et qui ont fait des putains d'opérations telles que Garian a été prise. Alors que c'était sa ville, il était super sécurisé. Ben moi je te le dis. J'en étais où? J'en étais, c'est un bras cassé qui se prend au jeu, qui n'a pas compris, qui en remet une couche. Donc il vient de menacer la Turquie, en déclarant quasiment la guerre à la Turquie en Libye, en disant que tout ce qui était turc en Libye devait être visé. Les gens arrêtés, les aéronefs détruits, les bateaux détruits. Le problème, comme on lui a fait remarquer à ce bouffon, c'est qu'il n'a pas de missiles surface mer, il n'a pas de missiles solaires, il n'a pas de défense antiaérienne digne de ce nom, il est incapable de toucher ne serait-ce qu'un corbeau. Donc ces rodomontades le rendent encore plus ridicule, ça montre son impuissance, puisque voilà, mais ça montre aussi que c'est les Turcs qui ont pris la ville. C'est pas les milices, hein, sinon elle l'aurait prise avant. Et que l'Algérie a joué aussi un rôle. Mais un rôle plus en arrière. Il faut savoir que la Turquie fait ce que font tout le monde, hein, parce que les garants du droit international, au mépris de l'ONU, alimentent Haftar, la France l'alimente, les Séoudiens payent, tout le monde l'alimente en armes. L'ONU a haussé le ton il y a quelque temps, son envoyé en arrivant en Tunisie a été mis en garde à vue. On a fait comprendre à l'ONU, fermez votre gueule.
On a fait comprendre à Antonio Gutiérrez, ferme ta gueule, on s'en fout de l'ONU. Ce sont les gens qui parlent de droit international quand ça les arrange, et qui parlent d'Iran, de Corée du Nord et de Syrie en ces termes, c'est-à-dire sous la loupe du droit international. Par contre, quand eux, ça ne les arrange pas, voilà, parce que la France est en train d'aider Haftar, qui est en fait une marionnette des mondialistes, destinée à faire péter le verrou nord-africain, pour voir ensuite des millions de migrants subsahariens monter et submerger l'Europe. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'ils entretiennent comme ça depuis 8 ans la Libye sous un brasier, plus ou moins à basse intensité, sauf là en ce moment. Et Haftar devait faire ça. Haftar devait prendre la Libye. Il était suffisamment faible pour pas pouvoir pour dépendre de ses parrains, mais suffisamment fort pour prendre la Libye, pouvoir aller emmerder l'Algérie ensuite, et provoquer quelque chose avec elle qui enlise l'armée algérienne et qui achève la déliquescence de la société, etc. etc. C'est leur scénario. Hein. C'est leur scénario. Voilà pourquoi l'Algérie s'implique. Et Serraj, qui l'aura demandé officiellement, l'Algérie et la Turquie sont légalistes. Donc la Turquie, bien sûr qu'elle alimente Serraj. Alors tu as des gens de chez Haftar qui ont essayé de tirer sur des bateaux avec leurs pirogues et leurs fusils à silex. Les Turcs ont très très vite répliqué. Une bordée d'obus, hein, pour leur faire comprendre à ces primates que c'est même pas la peine. Voilà, donc les bateaux turcs passent. Les aéronefs, va falloir les avoir, mais je vois pas comment. Au lance-pierre, c'est pas possible. Il a arrêté 6 Turcs, il les a très vite libérés. Donc ça, c'est sa première connerie. Parce que, connaissant Erdogan, demain, tu vas avoir 2 charters de Turcs en costume carré, musclé, qui vont descendre là-bas. Et je pense pas que ce soit pour faire les kebabs à Tripoli. Hein, ça va être des mecs qui sont là, service action, militaires, qui sont là pour exécuter ou pour donner un coup de main, et ils vont faire basculer. Personne ne va s'opposer à la Turquie, ni la France, ni la Russie, ni personne, parce que c'est la Turquie est une puissance régionale. Les Russes aiment l'argent turc, les Américains ont encore besoin du Bosphore, et les autres ont peur que Erdogan ouvre son volant de migrants, parce qu'il y a quand même 3 millions de migrants en Turquie, il faut le savoir aussi. C'est eux qui accueillent le plus de migrants, Syriens et autres. De l'autre côté, on a armé, on a provoqué cette situation de chaos. À la limite, j'ai envie de dire, la Turquie n'a fait que rééquilibrer les forces, finalement, en faveur du gouvernement qui a la légitimité internationale. Moi, je pensais que Serraj n'allait pas trop tenir. Je pensais qu'à long terme, Haftar allait passer. Ben non, il est tellement con qu'il n'a pas réussi. Hein, moi, je pensais que Serraj, en fait, comme il dépendait surtout des milices de Misrata et de Zenten, voilà, je me disais qu'à un moment donné, celle-ci allait le trahir. Et il n'a pas d'armée propre. Mais là, avec le soutien des Turcs, avec un soutien en cachette de l'Italie aussi, qui reproche à la France d'avoir détruit la Libye et qui lui dit, attends, nous on est en avant-poste, là, c'est nous qui prenons les migrants, c'est vous qui allez foutre le bordel. Tu vois, ça c'est pas passé. Berlusconi est tombé parce qu'il n'était pas chaud pour l'histoire de l'OTAN en Libye. Donc Haftar, première grosse connerie, il met sur pression et il oblige ses parrains, alors qu'il est rien, qu'il n'a aucun levier, qu'il n'a aucun moyen sur eux, il les oblige à faire des choix. Ça va être vite fait, ils vont le sortir. Mais en plus, ce gars est tellement con qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je refais la vidéo, je viens d'apprendre qu'en fait, en bombardant, alors, excusez-moi de le dire comme ça, je veux pas être malhonnête, mais on a quand même des armées de merde. Hein. Ça relève plus de la milice, quoi. Le type, il a pris des Libyens du Sud, c'est pas forcément des prix Nobel. Hein, bon... Pour la fusillade de Kalachnikov en l'air devant les journalistes européennes, ça ils savent faire en criant d'Allahu Akbar, mais bon, c'est pas vraiment des vrais combattants, quoi. C'est pas la guerre en Ukraine où t'as des anciens militaires d'un côté, des militaires de l'autre, t'as pas. Voilà. Bah, cet abruti vient de bombarder quoi? Il vient de bombarder un centre ONU de migrants, des pauvres gens qui fuyaient la guerre et la misère. Je ne sais pas combien il y a de morts, je crois que ça se chiffre en dizaines de morts. Et là, même ceux qui le soutiennent commencent à en avoir marre. Il vient de cumuler coup sur coup conneries, des conneries de plus en plus grosses, qui, à mon avis, là aujourd'hui, si je dois me prononcer, c'est une prévision, c'est pas une prédiction eschatologique. Je pense que là, la France, la Russie, qui travaille avec les Saoudiens, hein, c'est marrant ça, les forces spéciales françaises sont là-bas, les forces russes sont là-bas, les Égyptiens, les Émiratis, les Américains, enfin tous ceux qui sont derrière cette grosse merde, cette grosse embrouille, sont en train de lui chercher quelqu'un d'autre. Il fait trop de dégâts, il sert à rien, il coûte trop cher, il est trop visible, ça passe pas. Je pense que là, en ce moment, il est en train de scier la branche sur laquelle il est.
Et donc, comme je vous l'ai dit, ce type-là, le projet pour lui ou pour celui qui vient, voilà pourquoi la Libye. Alors, la Libye, c'est un chaos depuis 8 ans qui emmerde tous les pays autour, qui doivent subir. Ce ne sont pas forcément des pays riches, ce ne sont pas forcément des pays avec des grosses armées. Ça suppose une pression sur eux, sur leur population, une peur, des coûts. Il faut acheter des armes, il faut former des gens. Un pays comme le Niger n'avait pas besoin de ça. Un pays comme la Tunisie n'avait pas besoin de ça. Un pays comme le Mali, bah, tu vois, eux, ils ont servi de laboratoire vivant pour cerner l'Algérie par le sud, hein, puisqu'on les a amenés, ces gens d'AQMI, afin de pouvoir en plus s'installer là-bas. Le but, il est simple, hein, c'est de détruire des pays comme l'Algérie, et ensuite ça sera au tour du Maroc. Il faut que les Marocains le sachent aussi. Hein. Ils te vendent des F-16, mais t'es le dernier sur la liste, mais t'es prévu. Pourquoi t'es prévu? Je vais t'expliquer. Parce que l'Algérie et le Maroc et la Tunisie sont les verrous qui bloquent encore les millions de migrants qui pourraient passer. Si ce verrou saute, demain, Ismaël détruit Edom. C'est-à-dire que tu as 20, 30 millions et plusieurs vagues de migration qui arrivent, et c'est des millions, si tu peux mettre la marine nationale, personne ne pourra les arrêter, même en leur tirant dessus, qui vont submerger l'Europe. On sera dans un climat de guerre civile. Et les organisateurs de ce chaos-là pourront ensuite, à un moment donné, proposer leurs solutions, des villes fortifiées, tout ça, tout ça. Ils créent le problème et ensuite, ils essayent de le résoudre. Haftar, ce pion, dans ce grand jeu d'échecs, a plein de coups. Hein. Lui, c'est juste un petit pion, il sert à ça. Si Haftar n'y arrive pas, et je pense qu'ils vont en changer, ils vont essayer quelque chose d'autre. Ils sont ils s'adaptent aussi. Hein. Dès qu'ils bloquent là, ils sont comme l'eau. Dès qu'il y a ça bloque là, ils passent d'une autre manière. Je pense qu'ils sont en train de lui chercher un remplaçant. Donc si dans les semaines ou les mois à venir, Haftar a un accident, une crise cardiaque, enfin meurt dans des conditions bizarroïdes, faudra pas s'étonner. Je crois savoir qu'au Venezuela, vous voyez, cette théorie-là, elle est loin d'être con, parce qu'au Venezuela, on en parlera plus tard, Guaido vient de se faire doubler, puisqu'il y a une tentative de coup d'État avec un troisième homme qui aurait été choisi. Enfin bon, c'est de la barbouzerie. Hein. C'est pour ça que je ferai une vidéo peut-être dans la semaine un peu plus fouillé, mais la Libye c'est très important pour tout le monde, pour les Algériens, pour les Européens, pour les Africains, pour tout le monde, pour l'Europe entière. Moi, plus j'analyse, plus je m'aperçois que c'est ça. Parce que s'ils veulent la paix, en un an, ils l'ont la paix en Libye. D'ailleurs, on se demande toujours où sont les avoirs et leurs Libyens et les avoirs de la famille Kadhafi. Je voulais aussi ajouter qu'à un moment donné, il se disait que Saif al-Islam aurait pu prendre un ticket avec Haftar. J'espère que c'est pas le cas, parce que Saif al-Islam, le fils de Kadhafi, a des chances de revenir au pouvoir. Bon, s'il le fait, je pense que ça sera tactique, mais il n'a pas besoin de lui. Et puis se rappeler qu'Haftar, il travaille avec ceux qui ont tué le père à Saif al-Islam, à savoir Muammar Kadhafi. Donc je sais pas trop, je sais que Saif al-Islam en tout cas est là, comme une option viable, capable d'unir tous les Libyens. On se rend compte aussi que Kadhafi n'était pas si mauvais que ça, parce que je te dis, à la base c'était quand même des tribus assez violentes et arriérées. Je le dis sans être péjoratif, mais enfin bon, pour qui connaît un peu la Libye, assez violente, c'est le Far West quoi. C'est pas non plus. Lui, il l'a transformé en un pays où les gens allaient à l'école, étaient suffisamment cultivés, et il a surtout fédéré autour de la rente pétrolière tout un tas de tribus qui se mettaient sur la gueule avant. Hein, qu'on le veuille ou pas, les autocrates, parce que c'était pas vraiment un dictateur. Putain, un dictateur comme ça, moi j'en veux plein, sérieux. Mais les gens qui connaissent pas la Libye, mais putain, la Libye des années 80, mais laisse tomber, quoi. Tu te mariais, ils t'offraient un moitié d'appartement, ils t'offraient une voiture. Mais tous les Algériens allaient bosser là-bas, tous les Tunisiens allaient bosser là-bas, tout le monde allait bosser là-bas. C'était un pays avec peu d'habitants, riche. Maintenant, les gars, c'est le FMI qui est là-bas. Et d'ailleurs, on ne demande jamais l'avis de la population. Ils en ont marre. Donc Saif al-Islam est lui capable d'unifier. Mais le problème, c'est que lui, je ne pense pas qu'il fasse le jeu de l'OTAN. D'ailleurs, s'ils ont sorti Haftar en catastrophe, c'est peut-être aussi pour bloquer Saif al-Islam. Donc Saif al-Islam, en plus, il aurait peut-être la côte avec Serraj et les milices. Voilà, donc la suite c'est simple. Moi, je m'attends à ce que Haftar, s'il continue à multiplier les bourgs, disparaisse. Qu'on voie apparaître un troisième homme. Qui viendrait encore... jusque-là, on a eu des troisième hommes. On a eu les islamistes, mais ils ont disparu. Donc on s'attend à un troisième homme. Se méfier de l'Égypte, qui est le véritable larbin, et l'Arabie Saoudite, puis se poser des questions aussi, quoi. Voilà, on a un affrontement d'un côté frères musulmans, de l'autre côté salafisme, enfin se poser des questions, à savoir comment se fait-il qu'on retrouve toujours les gouvernements français avec des islamistes. L'Arabie Saoudite, les Émiratis sont les financeurs de l'islamisme dans le monde et du salafisme. Comment se fait-il? Voilà, encore une fois, et ça donne des leçons de morale après.
Ça, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est de voir un petit peu comment ils magouillent, comment ils font, et les gens ne voient pas, alors que c'est très facile. Voilà. Pour finir, c'est mon analyse. Je suis pas analyste politique. Je prends tous vos avis. Non, mais je vais dire à chaque vidéo, comme ça les gens vont bien comprendre. Pas besoin de m'insulter si vous n'êtes pas d'accord. Je prends tous vos avis. S'il y en a qui m'intéressent, je les dirai ou j'en parlerai. S'il y en a qui m'intéressent pas, ou enfin bon, on verra. Mais pas besoin d'insulter. Et je suis pas, voilà, je suis pas à l'école de guerre. Je te donne un truc. Si demain je me plante, je te dirai je me suis planté. C'est pas très grave. Je te donne des outils pour que tu réfléchisses. Je ne te donne pas des outils pour dire je pense comme un loco. Tu penses pas comme un loco. Tu penses tout court. Moi, je te donne une analyse, Michel Drac, il te donne une analyse, Machin Chouette, il te donne une analyse, Truc Muche, il te donne une analyse, et toi, ensuite, tu fais ta cuisine. Donc moi, je vois les choses comme ça, à cet instant T. Parce que peut-être que demain, Haftar va changer, va être un type bien, va être... Tu vas comprendre ce que je veux dire. C'est l'élément temps qui compte aussi dans une analyse. L'élément temps est très important, puisque les choses changent. Des ingrédients que tu fais mijoter, ça te donne un gâteau. Le gâteau, s'il reste sur la table pendant 2 semaines, ça va te donner un bouillon de culture. Surtout s'il fait chaud. Et pourtant c'est la même chose. Et c'est l'élément temps là qui est prépondérant. Donc là c'est pareil, je donne une analyse, je reviens sur l'analyse précédente, c'est une sorte de story, hein, pour prendre le mot en anglais, je veux dire il y a un fil rouge, les vidéos se suivent, se complètent, forment un tout, ça aussi c'est intéressant, donc n'hésite pas à voir les précédentes, et puis on va bien voir. Mais en l'état là, il n'y a personne qui veuille qu'il y ait la paix en Libye. Toutes les grosses puissances sont les mêmes, alors on me dit la Chine s'en fout. La Chine, elle s'en fout. La Chine, elle avait déjà très peu de rapports avec Kadhafi. Elle sécurise sa route commerciale et la Chine, elle fait ses affaires. Mais enfin, tous ceux qui prétendaient à parler au nom d'eux, les faux amis comme Poutine ou les agresseurs congénitaux comme les USA et autres, eux, s'ils veulent demain que la paix soit en Libye, se fasse en Libye, l'Europe peut la faire, la paix en Libye. En quelques mois. S'il y a la guerre, c'est que ces gens-là ne veulent pas de la paix. Elle est là, la réalité. Pendant des mois, le gouvernement français faisait balancer des messages d'apaisement alors qu'ils étaient en train de préparer, et les services français savaient que Haftar allait faire une offensive. Ils viennent de reconnaître il y a quelque temps seulement qu'ils soutenaient Haftar. Mais ils soutiennent Haftar au mépris de la légitimité internationale, du droit international qu'ils utilisent pour pourfendre des gens comme Assad. Je ne comprends pas. Là, on parle de logique aristotélicienne, c'est-à-dire des gens qui sont complètement fous dans un monde de fous où cette règle compte quand ça les intéresse, quand ça les intéresse pas. En fait, ils font ce qu'ils veulent. Et personne ne leur dit, parce que personne ne semble réaliser à quel point on est dans un monde ubuesque. Il n'y a plus de logique. Ce n'est plus, il y a des règles, si tu fais ça ou si je fais ça, faut pas faire comme ça. Non, moi je peux le faire, pas toi. Moi je peux éborgner des gens le samedi, mais si Bachar al-Assad il balance du chlore sur des terroristes avec des kalachnikovs, ah là il tue sa population. Alors que je veux dire quelque part, à la limite, j'ai envie de dire, c'est même plus grave d'éborgner des gens. Ciao tout le monde, faites-vous une idée. Poussez, tout ça, commentaires pré-approuvés, puis plus de vidéos dès qu'il fera moins chaud, voilà. Moi dès qu'il est... Parce que là, je fais la grève. Allez, à bientôt.